Le 1er juillet, l'une des entreprises les plus rentables de l'histoire de la tech a annoncé qu'elle allait aider ses clients à s'endetter pour lui acheter ses propres produits. Nvidia. Près de 75% de marge brute, environ 5 000 milliards de dollars de valorisation et des puces que le monde entier rêve d'avoir à la maison. Une entreprise dans cette position n'a, sur le papier, aucune raison de financer sa propre demande. Aucune. Mais Nvidia n'a justement rien à voir avec une entreprise classique. Parce que financer ses clients n'a rien d'exceptionnel. Ça, les industriels le font depuis plus d'un siècle. Mais le montage officialisé par Nvidia va beaucoup plus loin. Le géant gagne une première fois lorsque son infrastructure est vendue, puis une seconde fois en continu sur le chiffre d'affaires que cette infrastructure génère. Le Nvidia qu'on présentait comme l'archétype du vendeur de pelles de la ruée vers l'or se met à financer aussi les mineurs et garde le compteur allumé sur chaque trou qu'il creuse. Un montage qui nous pousse à ne plus voir la création de Jensen Huang comme le leader des fabricants de puces, mais comme une banque centrale d'un nouveau genre, celle de la puissance de calcul. Et vous allez rire, le timing est pour le moins saisissant. Nvidia dévoile ce montage au moment exact où les semi-conducteurs subissent 2 séances de purge et où Michael Burry rend public son nouveau pari contre le secteur. Commençons par le mécanisme parce que tout se joue dans sa structure et surtout dans ce qu'il ne dit pas. Construire un data center IA de plusieurs dizaines de milliers de GPU exige des centaines de millions, voire des milliards de dollars avant qu'un seul token ne soit vendu. À une extrémité, les startups qui veulent accéder immédiatement à de la puissance de calcul sans construire leur propre data center. Et de l'autre extrémité, les néoclouds doivent acheter les GPU, réserver l'électricité, installer le réseau et financer l'ensemble plusieurs années avant d'avoir amorti leur machine. Et même lorsqu'ils disposent de contrats de long terme avec des clients, ça ne suffit pas toujours à convaincre des prêteurs. C'est là, dans cet espace, que Nvidia vient s'insérer. Le montage annoncé au 1er juillet repose sur 2 éléments, du partage de revenus et du soutien au crédit. Concrètement, Nvidia aide un néocloud à financer l'achat de son infrastructure. Le néocloud installe ensuite les GPU et loue la puissance de calcul aux startups, aux entreprises et aux laboratoires qui en ont besoin. Nvidia gagne donc une première fois lorsque l'infrastructure est vendue, puis une seconde fois en prélevant une part du chiffre d'affaires généré par la capacité qu'il a contribué à financer. Nvidia se crée donc un nouveau revenu récurrent qui plus est. Les 2 premiers partenaires autour de ce deal laissent entrevoir la manne que pourrait représenter ce nouveau marché. Sharon AI prévoit jusqu'à 40 000 GB300 dans le cadre d'une collaboration de 6 ans et de 72 MW de capacité supplémentaire en Australie. Firmus prépare à Batam en Indonésie un campus pouvant attendre 360 MW et accueillir jusqu'à 170 000 accélérateurs Nvidia. Sont citées ensuite des boîtes comme Bassetten, Fireworks AI et Together AI pour illustrer les utilisateurs auxquels cette nouvelle capacité est destinée. Entraînement, post-entraînement, fine-tuning et inférence à grande échelle. Et donc, mécaniquement, on redéfinit ce qu'est un GPU. Il reste un produit vendu une fois, mais il devient également, pour Nvidia, un droit sur une partie des revenus futurs qu'il générera. Et ça, personnellement, ça me parle. Je vous ai rebattu les oreilles avec la puissance de calcul comme nouvelle classe d'actifs. Et ce que tente Nvidia ici, c'est l'étape d'après. Financiariser l'actif qu'il a lui-même créé tout en conservant une exposition à son utilisation. Je vous ai dit, les gars, il peut se passer 1 000 milliards pour rien. Mais ne nous laissons pas impressionner. Creusons un peu plus et cherchons à comprendre pourquoi maintenant et pourquoi les néoclouds. Là, il faut regarder côté résultat. En mai, l'entreprise a séparé son activité data center en 2 blocs. D'un côté, les hyperscalers, 38 milliards de dollars de revenus, et de l'autre, la CIE pour AI Clouds, Industrial and Enterprise, en gros, les néoclouds, les industriels et les grandes entreprises, pour 37 milliards de dollars en hausse de 74% sur un an. Autrement dit, près de la moitié des revenus que Nvidia tire de ses produits destinés aux data centers proviennent désormais de clients autres que les grands hyperscalers. Le nouveau programme cible précisément la partie la plus contrainte en capital de cette seconde jambe, les clouds spécialisés qui n'ont ni la taille ni le bilan de Microsoft, Amazon ou Google. En gros, une machine destinée à élargir le marché capable d'acheter du Nvidia. Pour autant, derrière l'élégance du montage, il reste encore beaucoup d'inconnus autour de cette stratégie. On ignore quelle part du revenu cloud revient réellement à Nvidia
et la forme exacte du soutien au crédit. Et surtout, on ignore qui absorberait la perte si les GPU restaient sous-utilisés, si les prix de la puissance de calcul baissaient ou si les clients ne généraient pas les revenus escomptés. Bref, difficile d'entrevoir pour le moment le degré de risque que Nvidia absorbe réellement. Alors oui, la stratégie est brillante, mais d'un autre côté, elle est également terriblement familière. La partie crédit de ce montage appartient à une famille bien connue, le vendor financing, le financement du client par celui qui vend l'équipement. En soi, ce n'est ni anormal ni forcément dangereux. Les industriels le pratiquent depuis plus d'un siècle pour aider leurs clients à acheter des avions, des turbines ou des réseaux télécoms. Mais dans sa version pathologique, la mécanique peut devenir redoutable. Première étape, le vendeur finance l'acheteur. Grâce à ce financement, les commandes augmentent plus vite que la demande. Les ventes publiées donnent alors l'impression que le marché est plus profond et plus solvable qu'il ne l'est réellement. Ensuite arrive le moment où le financement se referme, l'utilisation ralentit ou les prix baissent. Les clients ne peuvent plus rembourser au moment même où l'équipement utilisé comme collatéral perd sa valeur. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin des années 90 dans les télécoms. Lucent, Nortel et Cisco ont apporté plusieurs milliards de dollars de crédit et de garantie à des opérateurs qui achetaient leurs propres équipements. Le cas Winstar résume toute la mécanique. Lucent lui avait promis jusqu'à 2 milliards de dollars de financement afin qu'il puisse acheter du matériel Lucent. Lorsque Lucent a cessé de prêter, Winstar a fait faillite et Lucent a dû passer environ 700 millions de dollars de créances en perte. Le fournisseur avait créé la vente, financé l'acheteur, puis absorbé la perte lorsque l'acheteur avait disparu. Pendant la montée, tout ça semblait confirmer l'existence d'une demande illimitée. Cisco a même atteint les 620 milliards de dollars de capitalisation en mars 2000. Puis, les opérateurs ont coupé leur investissement et la pyramide s'est effondrée. Mais le problème, ça n'a jamais été que le vendor financing existe. Le risque apparaît lorsque le financement ne facilite plus une demande indépendante mais commence à la remplacer. C'est ici que le parallèle avec Nvidia devient intéressant. On entend souvent que l'argent investi par Nvidia dans son écosystème finit par revenir chez Nvidia. Mais ça, on le retrouve dans toute chaîne industrielle. Le capital circule entre fournisseurs, distributeurs et clients. La seule chose qui compte, c'est combien de commandes seraient encore passées si Nvidia retirait demain ses participations, ses engagements de capacité et son soutien au crédit. Quelle part de la prochaine phase de croissance des néoclouds et d'ACIE pourrait être financée sans son bilan? Sauf que Nvidia possède quelque chose que Lucent n'a jamais eu. Lucent est mort, preneur de prix sur son collatéral. Lorsque la demande télécom a reflué, la valeur des équipements financés s'est effondrée avec elle. Lucent pouvait donc reprendre les machines de ses clients, mais il ne pouvait pas recréer les revenus que ces machines ne généraient plus. Et là, Nvidia possède aujourd'hui un avantage supplémentaire. Alors attention, ils n'ont pas le pouvoir de fixer le prix d'un GPU d'occasion, ni de contrôler directement le tarif auquel sa puissance de calcul est louée, on est bien d'accord. Prenez un H100 début 2024. Le tarif médian affiché par les hyperscalers tournait autour de 7,90$ par GPU par heure. À la fin 2025, il restait supérieur à 6$ chez ces mêmes acteurs, mais il est tombé autour de 3,30$ chez les clouds spécialisés et sous les 2$ sur certaines places de marché. Il ne s'agit donc pas d'une baisse uniforme de 70%, il s'agit de l'apparition de plusieurs étages de prix pour une même puce selon le fournisseur, la durée du contrat, la disponibilité, les services associés, le niveau de garantie et l'infrastructure dans laquelle il est posé. Ajoutons à cela que Nvidia revendique désormais une nouvelle génération de supercalculateurs d'IA chaque année. Si son avantage consistait simplement à protéger la valeur du métal, il serait déjà en train de perdre. Non, son véritable avantage se trouve ailleurs. Nvidia ne sait pas exactement ce que vaudra un H100, un GB300 ou un système Rubin dans 3 ans, évidemment, personne ne le sait. Mais Nvidia connaît mieux que tous les prêteurs sa propre trajectoire technologique. Nvidia connaît la date prévue de la prochaine architecture, ses gains de performance, son coût par token, les volumes qu'il compte livrer, la durée du support logiciel et les usages vers lesquels les anciennes générations pourront être redéployées. Surtout, Nvidia ne vend pas seulement une machine, il contrôle une plateforme logicielle qui permet aux applications, aux bibliothèques et aux modèles développés dans son environnement de continuer
continuer à fonctionner à travers plusieurs générations de matériel. C'est là que l'analogie avec l'orientation prospective d'une banque centrale fait sens. Une banque centrale ne fixe pas directement chaque taux de crédit dans l'économie. Elle publie une trajectoire, donne des indications sur ses décisions futures et pousse les marchés à intégrer cette information dans les prix d'aujourd'hui. La feuille de route de Nvidia joue un rôle comparable dans la puissance de calcul. Nvidia ne décrète pas le prix futur d'un H100, mais lorsqu'elle annonce qu'une nouvelle génération arrivera chaque année avec un meilleur rendement par watt et un coût par token inférieur, tous les opérateurs et tous les prêteurs doivent immédiatement recalculer la valeur économique des générations précédentes. Donc, si Nvidia ne gouverne pas directement les prix, ils influencent pour autant la pente de sa courbe de dépréciation. Alors, comme on le disait tout à l'heure, Nvidia a évoqué que les banques refusaient de prêter contre des GPU. C'est vrai, mais en même temps pas tant que ça. Des emprunts garantis en partie par des GPU, ça existe déjà et depuis plusieurs années. Le problème n'est donc pas l'absence de crédit, c'est son prix, ses clauses de protection et la difficulté à financer sur 5 ou 6 ans des machines dont la compétitivité économique peut être bouleversée tous les 12 mois. Dans le financement de 8,5 milliards de dollars obtenu par CoreWeave, le deal ne reposait pas uniquement sur les GPU. Le financement était également garanti par l'infrastructure de calcul et aussi par un contrat des clients associés. Autrement dit, les GPU rendent le service possible, mais c'est le contrat avec le client qui transforme ce service futur en flux de trésorerie finançable. C'est là que le geste du 1er juillet prend tout son sens. Nvidia reconnaît lui-même que, pour certaines entreprises d'IA, même des engagements de long terme ne suffisent pas à débloquer les financements nécessaires. Nvidia intervient donc avec un soutien au crédit. En échange, il perçoit une part du revenu cloud généré par la capacité qu'il a contribué à financer. Il ne transforme pas seulement le GPU en actif financier, il aide à transformer les revenus futurs du GPU en actifs finançables, puis conserve un droit sur ces revenus futurs au fur et à mesure de leur exploitation. Et sachez que dans le cadre d'un autre accord avec CoreWeave, Nvidia s'est engagé à acheter jusqu'à 6,3 milliards de dollars de capacité résiduelle qui n'auraient pas été vendus à d'autres clients, et ce jusqu'en avril 2032. Dans cette relation précise, Nvidia ne se contente donc plus de soutenir le financement, il devient réellement l'acheteur de dernier ressort de la capacité inutilisée. Alors ce n'est pas encore une politique générale, ni celle appliquée à ce nouveau modèle, mais c'est bien là une preuve que Nvidia est capable d'occuper plusieurs fonctions simultanément selon les contrats. Il fournit l'infrastructure à partir de laquelle la puissance de calcul est produite. Sa feuille de route influence la vitesse avec laquelle chaque génération se déprécie. Son bilan soutient le crédit lorsque les financeurs privés hésitent. Dans certains cas, il garantit même un débouché à la capacité qui ne trouve pas preneur. Et enfin, désormais, il prélève une part récurrente du revenu cloud qu'il a contribué à rendre finançable. Alors à la différence d'une banque centrale, Nvidia ne crée pas la puissance de calcul à partir de rien. Ça, hélas, on n'a pas encore la formule secrète. Mais il contrôle de plus en plus la machine qui le produit, la trajectoire qui le déprécie, le crédit qui le finance et les canaux par lesquels il circule. Pour ma part, cela ne ressemble plus simplement à un fournisseur ou à un prêteur. Cela ressemble à une autorité monétaire privée en quelque sorte. Et vous comprenez donc pourquoi je prends l'image de la banque centrale de la puissance de calcul. Alors où est-ce que tout ça nous mène ? Eh bien, il existe un monde dans lequel ce montage peut très bien fonctionner et même durer beaucoup plus longtemps que les précédents historiques que nous venons d'évoquer. Déjà, à la différence de boîtes comme Lucent ou Nortel, Nvidia possède les moyens d'absorber le risque qu'il commence à prendre. Alors certes, les modalités exactes ne sont pas publiques, mais on ne parle pas de fonds de tirelire. Nvidia a généré près de 97 milliards de dollars de free cash flow sur son dernier exercice pour 120 milliards de bénéfices nets. Nvidia peut donc financer une partie de son écosystème avec les profits considérables que cet écosystème lui rapporte déjà. Ensuite, même si on se pose des questions sur la demande, à savoir si elle est réelle ou auto-entretenue, on a quand même de bons indices qui nous disent que la demande fondamentale existe bel et bien. Goldman Sachs prévoit que la consommation de tokens pourrait être multipliée par 24 d'ici 2030, notamment avec le développement des agents IA. Alors attention, ça ne veut pas dire que les revenus d'Nvidia seront multipliés par 24, car en parallèle, on estime aussi que le coût unitaire des tokens baissera de quelque chose comme 60 à 70% par an pour ce qui est de
l'inférence. Tout le pari repose donc sur l'élasticité. Est-ce que la baisse du prix de chaque token entraînera une augmentation encore plus rapide de leur consommation? Le paradoxe de Jevons, ou autrement appelé l'effet rebond, nous suggère que oui, plus le coût d'un token baisse, plus les usages se multiplient, au point que la consommation totale de puissance de calcul peut continuer d'augmenter malgré les gains d'efficacité. Surtout si la structure de cette demande change. Le calcul passe donc progressivement de l'entraînement à l'inférence. On ne paye plus une fois pour entraîner un modèle, on paye en continu pour chaque token qu'il produit. Quand on voit des estimations qui nous disent que là encore, d'ici 2030, 75% de la demande en puissance de calcul viendra de l'inférence, on se dit que le péage à l'usage instauré par Nvidia est parfaitement rationnel. De plus, plus l'adoption de l'IA se poursuit, plus la demande en GPU se segmente en fonction de la rentabilité du capital marginal investi des entreprises clientes. Regardez, si vous êtes une entreprise qui fait 20% de croissance par an, alors vous pouvez vous payer les toutes dernières puces de Nvidia qui sont aussi les plus chères. Par contre, si vous êtes une PME qui fait 5% de croissance par an, alors vous allez vous intéresser à des puces plus anciennes mais moins chères. Et ainsi se segmente le marché de la puissance de calcul. Donc, lorsque l'on veut estimer où vont les prix des différentes puces à 1 an ou à 5 ans, il faut également se poser la question de la pénétration des technologies de l'IA dans le tissu économique pour comprendre sur quel segment la demande va évoluer. Alors oui, c'est pas simple, mais puisque l'adoption des technologies de l'IA est plus lente dans le ventre du marché que chez les entreprises à la pointe de ces technologies, la demande pour les puces les plus anciennes a un gros potentiel devant elle. Enfin, autre inconnue majeure mais très intéressante, qu'en sera-t-il du développement de la productivité des entreprises par les IA elles-mêmes? Anthropic a déjà annoncé que Claude était écrit à 80% par Claude lui-même et que d'ici quelques semestres, voire trimestres, les nouvelles versions de Claude seront écrites à 100% par Claude. Si on peut supposer que cela pourrait être vrai, je suis alors incapable de dire à quoi ressemblera un tel monde. Elon Musk a d'ailleurs dit récemment en mai 2026 dans une interview que d'ici 3 à 5 ans, il pense que le travail humain n'aura plus de valeur économique pertinente. Encore une fois, je ne sais pas s'il a raison ou tort, mais si c'est bien le cas, si on se projette dans un tel monde, alors cela signifie que la demande en GPU serait fondamentalement illimitée puisque l'IA absorberait elle-même toute la puissance de calcul que l'on pourrait lui fournir. Et là, certains d'entre vous me diront que c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Si je prends un exemple que je connais bien, chez Antimatter, on a régulièrement des clients qui nous prospectent non pas pour nous acheter des GPU car on est sold out avec une demande 20 fois supérieure à ce que l'on peut offrir, mais pour nous demander de leur vendre de la puissance de calcul que l'on sera capable de mettre en production dans les mois à venir. Encore une fois, je ne sais pas si l'on va vers une technologie qui aura la capacité de s'auto-adopter avec des IA qui généreront leur propre rentabilité pour financer l'expansion de leur parc de puissance de calcul. Mais pour l'instant, il y a des signes en ce sens. Et pour finir, quand le bilan de Nvidia nous montre que les revenus tirés de l'ACIE pèsent presque autant que ceux des hyperscalers, ça démontre bien que la demande dépasse largement Microsoft, Amazon, Google et Meta. Voilà donc le meilleur des scénarios. Nvidia dispose du cash, la consommation de tokens augmente, l'inférence transforme la puissance de calcul en besoin récurrent et la clientèle s'élargit au-delà des hyperscalers. Mais si nous voulons pousser la comparaison avec une banque centrale, il faut aller jusqu'au bout. Une banque centrale possède aussi un mandat public, un cadre légal et derrière elle la puissance d'un État. Nvidia n'a évidemment rien de tout ça. Son mandat consiste à développer sa plateforme, soutenir sa croissance et produire un rendement pour ses actionnaires. Et c'est là que le privilège devient un conflit d'intérêts potentiels. C'est pour ça que des personnes comme Michael Burry ou Jim Chanos parient contre. Ils ne nient pas que l'IA soit utile ou que la demande existe. Ils remettent en question la durée de vie économique des puces, la rentabilité des infrastructures, la dépendance au crédit et la part de la demande soutenue par les investissements circulaires de l'écosystème. Or, lorsque la Banque centrale de la puissance de calcul est elle-même la première bénéficiaire de l'expansion du système, il n'existe plus réellement d'arbitre extérieur. Dit autrement, une vraie banque centrale cherche théoriquement à stabiliser le système qu'elle gouverne. Nvidia cherche rationnellement à l'agrandir. Voilà son privilège exorbitant. Il peut utiliser les rentes produites par la demande actuelle pour financer la prochaine vague d'acheteurs, puis conserver un droit sur les revenus générés par cette nouvelle capacité. Et oui, si la performance des modèles IA continue de progresser comme c'est le cas aujourd'hui, et que la meilleure puissance de calcul continue de se concentrer sur les hyperscalers, on va voir les plus grosses entreprises du monde de ce secteur devenir de véritables trous noirs économiques capables de concentrer toujours plus de valeur économique. Alors certains seront peut-être tentés
tenter de me rappeler cette vidéo où je parlais des futurs sur la puissance de calcul annoncés par le CME et l'ICE qui pourraient faciliter leur financement et réduire leur dépendance au bilan de Nvidia. Et c'est probablement vrai, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Les premiers indices qui serviront de référence reposent essentiellement sur les générations de GPU Nvidia A100, H100, H200, B200, B300 ou RTX 5090 et suivants. La financiarisation de la puissance de calcul pourrait donc commencer par consacrer toujours plus les puces Nvidia comme unité de compte du marché. Et là, si à terme Nvidia conserve sa place de référence une fois le marché financiarisé, bon courage pour venir la challenger avec d'autres puces, parce qu'il va falloir ramer pour convaincre un client de passer sur vos puces qui ne sont couvertes par aucun indice alors que celle de Nvidia serait la référence. Donc, même si un marché à terme liquide pourrait imposer une découverte des prix indépendante, révéler plus rapidement les surcapacités et limiter la capacité à soutenir artificiellement certaines valorisations, il renforce aussi la position dominante de Nvidia. Les futurs pourraient être simultanément son couronnement et son premier véritable contre-pouvoir. Pour autant, rappelons que rien de tout cela ne rend Nvidia imprenable. Rappelez-vous que Google teste déjà Torch TPU pour permettre aux entreprises d'exécuter leurs charges de calcul PyTorch sur TPU avec un minimum de modifications et de basculer plus facilement entre TPU et GPU. Mais bon, là encore, je vous ferai remarquer que Alphabet, la maison mère de Google, est également un géant du numérique. Pour autant, si cette friction logicielle finit par tomber, Google pourrait reprendre des parts de marché et avec son propre bilan, reproduire demain la même mécanique financière. La banque centrale de la puissance de calcul n'est donc pas un monopole naturel et imprenable. C'est une position que Nvidia devra à chaque génération défendre, sans compter que toute la place cherche aussi à réduire sa dépendance à Nvidia. Et si vous voulez comprendre pourquoi il y a des chances que le futur de la puissance de calcul se joue dans l'espace, allez voir cette vidéo. Et oui, Nvidia fait aussi partie du lot.